Faire taire, occulter, masquer, cacher a toujours été le propre des pensées réactionnaires. Sans surprise, la réaction, Nietzsche le disait déjà à la fin du XIXe, est le contraire de l'action. Si agir suppose une aptitude dynamique à la proposition, réagir vient toujours en seconde instance et au sens propre, à contre-temps, pour briser cette dynamique. La réaction est pour cette raison une position défensive, toujours appuyée sur la proposition de l'autre pour tenter de la contredire. Elle dit ainsi clairement de quel côté se situe la puissance de l'offensive. Dès le XVIe siècle, un mot permettait de qualifier les positions de pouvoir cramponnées à des croyances obsolètes, à des régimes de vie dépassés, à des privilèges et des discriminations de classe qui condamnaient tout à la fois l'accès à de nouveaux savoirs et la possibilité d'éclairer les tenants et les aboutissants de l'action politique. Ce mot était obscurantisme. Tenter d'obscurcir, de brouiller, revenait à enfumer, au propre comme au figuré, puisque le bûcher était le recours politique majeur du tribunal de l'Inquisition. Comme l'enfumage des grottes où se réfugiaient les résistants sera l'une des formes de l'ultraviolence coloniale. 2 siècles plus tard, le nom international que se donnera le mouvement intellectuel et politique qui finira par provoquer la Révolution française sera celui de Lumière. Une pensée de l'émancipation qui met devant ses propres contradictions des pouvoirs dont la violence est aussi patente que leur obsolescence. C'est dans cette perspective, celle de son obscurantisme et de son obsolescence, qu'on peut interroger la tentative d'attaque réactionnaire actuelle contre les droits, soutenue en janvier 2022 par la dérision d'une sorte de parade idéologique dans les bâtiments symboliques de la Sorbonne. Un appel à la reconstruction face aux idéologies présentées comme barbares de la déconstruction. Mais il faut mettre le focus sur ce qui est au cœur de cette tentative de réaction menée avec l'onction et la bénédiction du tenant actuel du titre de ministre de l'Éducation sous régime néolibéral. Qu'est-ce donc qui doit être occulté ? Tout simplement une réalité massive, non seulement de l'actualité la plus contemporaine, mais de toute l'histoire des productions de la modernité. Celle du système colonial, depuis la traite des Noirs au XVIe siècle, jusqu'à la violence des politiques migratoires contemporaines. Celle des luttes qu'elle a suscitées, puisque l'histoire de la modernité s'affilie d'un côté à la brutalité civilisatrice et de l'autre, au refus de cette brutalité, aux systèmes de solidarité qui font archipel à son encontre. Les attaques contre le décolonial relèvent ainsi d'une triple occultation, celle de la réalité coloniale et de ses effets contemporains, aussi bien sur le territoire des anciennes colonies que sur celui des métropoles, celle de la réalité vivante d'une pensée décoloniale intellectuellement puissante, appuyée sur une réflexion et une authentique expertise historique, sociale et politique. Celle enfin de la réalité des relations et des analogies que cette pensée permet de nouer entre des histoires de domination différentes sur le continent américain, sur le continent européen, sur le continent asiatique, australien ou africain. Le déni posé sur cette triple réalité s'apparente aux formes les plus constantes et les plus obstinées d'un véritable négationnisme, qui est le versant historique de l'obscurantisme. L'un des arguments de la contre-révolution dans l'Europe de la charnière du XVIIIe au XIXe siècle, sous la plume d'Edmund Burke en Angleterre ou de Joseph de Maistre en France, était de disqualifier la pensée révolutionnaire au nom de son irréalisme ou de son universalisme abstrait, au nom de sa non prise en compte
des réalités politiques de la domination. C'est précisément cette imputation d'irréalisme qu'on peut retourner contre les tenants de la réaction actuelle, ignorante de la réalité culturelle et politique internationale de ce qu'Édouard Glissant nomme créolisation. En 1950, il y a donc maintenant plus de 70 ans, Aimé Césaire publiait Le discours sur le colonialisme. Il y dénonçait déjà le négationnisme qui pèse sur la valeur des cultures réputées subalternes. Et il montrait l'origine rigoureusement économique d'un tel déni culturel, intellectuel et artistique. Je le cite. Les Vietnamiens, avant l'arrivée des Français dans leur pays, étaient des gens de culture vieille, exquise et raffinée. Ce rappel indispose la Banque d'Indochine. Faites fonctionner l'oublioir. Ces Malgaches, que l'on torture aujourd'hui, étaient il y a moins d'un siècle des poètes, des artistes, des administrateurs. Chut, bouche cousue, et le silence se fait profond comme un coffre-fort. Les empires soudanais, les bronzes du Bénin, de la culture Chongo. Ce silence, qui se fait, selon Césaire, profond comme un coffre-fort, on en retrouve l'écho le plus actuel dans l'esprit même d'intervention de chercheurs plus soucieux de recherche de fond que de recherche tout court, ou tout simplement plus attentifs aux injonctions de leurs financeurs qu'aux exigences de la rigueur intellectuelle. Et par ces voies de passage, les décisions des ministères de l'éducation ou des universités semblent directement dictées non seulement par le ministère de l'économie et des finances, mais plus directement encore par le ministère de l'Intérieur. Faire fonctionner l'oublioir est en effet bel et bien le premier impératif de l'obscurantisme historique qui doit impérativement transformer les vaincus de la guerre économique en barbares dans la représentation collective, peuple sans culture, sans histoire et sans légitimité à exister. Or, c'est précisément de cette barbarie que Césaire vise à retourner le stigmate. Donc je le cite. Il faudrait d'abord étudier comment la colonisation travaille à déciviliser le colonisateur, à l'abrutir au sens propre du mot, à le dégrader, à le réveiller aux instincts enfouis, à la convoitise, à la violence, à la haine raciale, au relativisme moral, et montrer que, à chaque fois qu'il y a un malgache supplicié, et qu'en France on accepte, il y a un acquis de la civilisation qui pèse de son poids mort, une régression universelle qui s'opère, une gangrène qui s'installe, un foyer d'infection qui s'étend. Il y a le poison, instillé dans les veines de l'Europe, et le progrès lent, mais sûr, de l'ensauvagement du continent. Décivilisé, abruti, dégradé, animalisé, régressif, ensauvagé. En qualifiant cette brutalisation de l'espace politique produite par la violence colonisatrice, Césaire reprend les termes mêmes par lesquels les civilisateurs coloniaux prétendaient désigner leur proie. Et il retourne le discrédit contre ses auteurs. Mais de ce fait même, il renvoie l'ensauvagement au cœur même de la pensée civilisatrice. Et il décrit parfaitement en cela, non pas seulement les violences sanguinaires du comportement des dominants dans la conquête coloniale, mais il décrit plus réalistement encore la brutalité en col blanc des technocrates, auteurs de directives socialement exterminatrices. Et le discours de Césaire pourrait trouver son équivalent mot à mot dans celui que prononçait en janvier 2022, dans un meeting de soutien à des ouvriers en grève, Aboubacar Dembélé, employé sans papier au Chronopost de Vitry. Donc je le cite. Nos dos craquent à cause du déchargement des produits lourds dans un pays d'exploitation où des patrons voyous créent les sans-papiers,
permettant à l'État de maintenir l'esclavage moderne. Les sans-papiers ont fait leur devoir, ce sont des bosseurs qui veulent vivre dignement comme tout le monde. Mais les voyous sont du côté des directions. On a des familles derrière nous, on a fui la pauvreté, les guerres, traversé des grillages pour venir vivre dignement. Mais qui a semé la guerre chez nous? On en a marre de l'exploitation qui est la conséquence des OQTF, obligation de quitter le territoire français, et des IRTF, interdiction de retour sur le territoire français. C'est facile de s'asseoir derrière un ordinateur pour mettre un OQTF. C'est donc dans le même mouvement que nous dénonçons les patrons voyous et la maltraitance de l'État. Que Chronopost soit un pur produit de la privatisation d'un service public fondamental, le livre de Nicolas Jounin, Le cachet de la Poste, le met en évidence avec éclat. Ce que nous dit Aboubacar Dembélé, à partir de son expérience et de son expertise, c'est que cette corrélation entre la dégradation de l'espace public par les responsables étatiques eux-mêmes et la montée en puissance des intérêts privés a pour conséquence directe l'exploitation hors la loi de travailleurs sous-payés parce que privés de toute reconnaissance sociale par leur statut même de sans-papiers. Et ce qu'il nous dit, de façon plus précise encore, c'est que cette exploitation n'a pas de limite assignable, parce qu'elle s'est substituée elle-même aux nécessités du service public. La seule limite possible est alors dans le courage d'une grève menée par des travailleurs sans papier pour la simple reconnaissance du droit du travail, menée actuellement à l'encontre des formes mafieuses d'une violence économique avalisée par un État prétendument républicain. Ce sont donc ici les travailleurs sans papier, issus des anciennes colonies, qui vont donner une authentique leçon de civisme, non seulement aux patrons voyous de la multinationale pour laquelle ils travaillent, mais à l'État français, responsable du statut de sans-papier, qui est précisément à l'origine de leur exploitation. Dans la mise en miroir du discours d'Aimé Césaire et de celui d'Aboubacar Dembélé, se lit ainsi tout autant une histoire du colonialisme qu'une histoire de la violence managériale et de ce que l'historien Georges Mosse appelait la brutalisation de l'espace politique européen. Une histoire, par là même, de ce qui est le versant financier de l'obscurantisme néocolonial, et du rôle central et indispensable des migrants, et de ceux-là même qui sont exposés au racisme dans sa mise en lumière. C'est exactement le même obscurantisme à visée économique que décrivait Edward Said en écrivant en 2003, 2 ans après les attentats du 11 septembre, la préface à la réédition de l'orientalisme publiée en 1978. Donc je cite Said. En tant qu'Américain et Arabe, je dois demander au lecteur de ne jamais sous-estimer le type de vision simpliste du monde qu'une poignée de civils travaillant au Pentagone a fabriqué pour définir la politique américaine dans l'ensemble des mondes arabes et musulmans. Et l'introduction de l'ouvrage résonne avec une actualité brûlante. Je le cite. Le consensus néolibéral, selon lequel le vrai savoir serait fondamentalement non politique, et à l'inverse, qu'un savoir ouvertement politique n'est pas un vrai savoir, voile les conditions politiques organisées fortement, encore qu'obscurément, qui prévalent dans la production du savoir. C'est difficile à comprendre aujourd'hui, alors que l'étiquette de politique est utilisée pour discréditer tout travail qui ose violer le protocole d'une objectivité prétendument suprapolitique. L'apolitisme relève ici pleinement d'une volonté d'obscurantisme. Elle double le déni de culture infligé aux subalternes, du déni de lucidité politique imposé aux populations du territoire dominant, c'est ce que montre Saïd, assurant précisément la domination par cette double ignorance. Mais le montrer, comme il le fait,
C'est déjà délégitimer un tel processus et le mettre face aux contradictions de sa propre ambition de domination intellectuelle. Mais il ajoute « L'inconscience stupéfiante de ces jeunes communicants arrogants qui parlent au nom de la politique étrangère sans posséder la moindre notion vivante ni la moindre connaissance du langage des gens ordinaires, a fabriqué un paysage aride, prêt à accueillir la construction par la puissance américaine d'un ersatz de libre démocratie de marché. Inutile de connaître l'arabe, le farsi ou même le français, pour pontifier sur l'effet domino de la démocratie dont le monde arabe aurait le plus grand besoin. » C'est exactement de la fabrication de ce paysage aride dont parle Saïd, ou de ce désert intellectuel, que relèvent les volontés d'épuration culturelle dont attestent les accusations actuelles d'islamo-gauchisme et autres fantasmes face à la richesse intellectuelle de ceux auxquels leur double culture, autant que leur exposition à la violence raciste, confère une double expertise. Quand Saïd Bouamama, Nassira Ghenif Souilamas, Maboula Soumaoro disent cette réalité d'un vécu subalterne que la richesse de leur propre pensée rend dans le même temps impossible à admettre, ils procèdent clairement à une double opération. Rendre lisible l'effectivité de l'obscurantisme raciste et produire l'inversion du stigmate par sa mise en lumière. Mais c'est maintenant aussi dans les quartiers populaires qu'une telle inversion du stigmate doit se produire, et seul un travail de terrain peut ici rendre compte de la richesse et de l'étendue des ressources d'intelligence individuelle et collective qui y sont souvent maintenues en friche. Aller à Stein, dans le 93, comme philosophe de terrain, préparer des états généraux de l'éducation en quartier populaire, avec des femmes, porteuses de foulards, de voiles ou de rien du tout, échanger, discuter, partager des textes, nous a confirmé ce sentiment d'un potentiel immense, face auquel la pompe des discours islamophobes en Sorbonne prend l'ampleur de ridicule des médecins de Molière, ou des agitations de Chaplin caricaturant Hitler en 1940 dans Le Dictateur. Là, dans la Maison pour tous de Stein, puis au théâtre, à l'initiative de Zouina Medour, nous allons travailler des textes de Kant, d'Hannah Arendt, de Jacques Rancière et d'Abdelmalek Sayad sur la question de l'éducation. Et c'est d'un texte de Sayad que sortira l'idée d'écrire et de jouer une pièce de théâtre dans le temps de l'organisation de ces états généraux. Et cette idée viendra des femmes elles-mêmes. En 1985, dans sa contribution à un rapport envoyé avant de démissionner pour n'avoir pas été entendu, Sayad, sociologue incontournable, auteur de ce chef-d'œuvre de la sociologie contemporaine qu'est La double absence. Sayad donc écrit, je le cite, « Pour avoir beaucoup enquêté auprès des familles immigrées, surtout algériennes, sur l'état de la scolarisation de leurs enfants, j'ai appris, à ma grande surprise, que les immigrés font à l'école française un procès extrêmement sévère, mais un procès silencieux, qu'ils n'ont l'occasion de formuler qu'en aparté, entre partenaires complices, c'est-à-dire soumis au même traitement par l'école. Aussi pénible que soit l'accusation qu'ils portent de la sorte contre l'école, on ne peut ignorer qu'elle soit taxée de racisme. » Ce sont ces paroles que l'État commanditaire du rapport refuse d'entendre en 1985. Et ce sont ces mêmes paroles qu'en 2019, 34 ans plus tard, des femmes des quartiers populaires de Stein vont se réapproprier pour inspirer le texte théâtral qu'elles vont produire. De fait, si la chape de plomb de l'obscurantisme ne cesse de s'abattre par tous les dénis à l'encontre de ceux qui sont exposés aux formes multiples du racisme d'État, la réalité de la richesse culturelle des racisés à tous les niveaux de l'organisation sociale ne cesse pas non plus de s'y affronter. Et c'est de ce vivier-là, en perpétuel devenir, dont une authentique culture critique ne peut cesser de se nourrir.
Il fait partie, quels que soient les négationnismes qui s'y opposent, de notre construction collective.